Il ne faut pas politiser le sport. Le sport est au cœur de la vie de la cité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le sport soit l'objet de récupération et de polémiques politiciennes inutiles. Vous savez que votre passion du sport, je la partage. Constitution d'un grand ministère sous ma responsabilité, réunissant les sports, la jeunesse et la vie associative. J'insiste sur le fait que cette diminution est largement faciale. Parce qu'il n'y a que le sport qui peut nous aider à répondre à des défis contemporains extraordinairement difficiles. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Joachim, à la FSGT, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fédération multisport. Il y a des activités de montagne, escalade diverses, parce qu'il y a des activités de glisse à la FSGT, de ski, de snowboard, et il y a des activités d'alpinisme avec, tu l'as dit, une sociologie aussi des pratiquants qui est différent. Et donc sur la question des Jeux de 2030, il y a du débat aussi, et c'est bien parce que c'est aussi notre rôle, il y a du débat au sein de la fédération sur la manière de s'engager. Alors, il y a plutôt, pour caricaturer ou pas d'ailleurs, une partie qui ferait volontiers partie des collectifs NoJO, et il y en a une autre, notamment la commission montagne escalade, qui souhaite, elle, contribuer au débat, commission des activités de glisse, qui souhaite contribuer au débat sur 2030 pour peut-être minorer l'impact écologique et penser aussi des jeux mondiaux qui permettront de continuer à glisser et à faire découvrir aussi les activités de glisse et de ski alpin à toutes les générations. Oui, bah en effet, il y a des questions qui se posent et nous, bon, on n'est pas les staliniens, quoi. Heureusement, il y a du débat et on échange et on essaie de se comprendre et de discuter et de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que ça soit pas juste s'exprimer, ça soit entendu et que ça soit réfléchi collectivement. Et donc, en effet, au sein de la FSGT, il y a il y a énormément de discussions, il n'y a pas deux courants, quoi, mais il y a en tout cas des personnes qui s'interrogent, et à juste titre, mais aussi qui s'interrogent dans le sens, on aimerait bien quand même les faire, aussi parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'associations qui sont en fait extrêmement dépendantes des subventions qu'elles touchent, que ce soit de leur mairie, que ce soit de leur comité, région, qui sont en fait aux mains de personnes pas nécessairement très recommandables. Donc, au sens politique du terme, bien sûr. Mais du coup, ces personnes-là sont un peu en grande difficulté sur leurs idéaux politiques, leurs volontés et leurs valeurs politiques, et en fait ce à quoi elles sont confrontées sur leur terrain, avec les gens qu'elles rencontrent et avec qui elles discutent et avec qui elles vivent leur pratique sportive dans leur comité, et leurs élus tout simplement. Et donc en effet, le Sud-Est, Nice et les Alpes, etc., ce sont des régions qui sont très différentes en termes de représentation politique locale, et donc il y a des possibilités et des volontés qui sont diverses. Aujourd'hui, moi je pense que le plus important, c'est d'avoir déjà ces discussions, parce qu'en fait c'est surtout des espaces de politisation et de réflexion politique pour nos licenciés. Tout le monde n'a pas le temps, l'énergie, dans une société capitaliste néolibérale, de réfléchir, de se poser, de se questionner sur ses pratiques sportives, sur quel impact a mon comité, aux réflexions sur l'écologie, sur tout un tas de choses. Tout le monde n'a pas ce temps. Donc que la FSGT soit force de proposition pour permettre ce débat et en fait avoir une politisation de ces licenciés, moi je trouve que c'est la meilleure chose à faire, quoi. C'est par la formation. Je pense que ce travail de formation, il est extrêmement pertinent et en fait à la base d'une réflexion plus globale et d'un horizon un peu meilleur. Voilà. En fait, c'est de l'éducation populaire et c'est aussi le rôle d'une fédération agréée sport, mais aussi éducation populaire. Clotilde, je pense que tu connais Bernard Moitessier, qui est un grand navigateur et qui en 1968 a entrepris un tour du monde dans un cadre compétitif, et au fil de son tour du monde, finalement, c'est l'exploration des étoiles, des animaux marins qui a pris le dessus sur la compétition, et ça a complètement bouleversé son rapport à la vie. Tu parlais tout à l'heure des récits imaginaires. Est-ce que tu veux un peu développer cette idée des récits imaginaires, et finalement est-ce que l'écologie, on l'a aussi un peu abordé, mais est-ce qu'on peut penser aussi une compétition un peu différente où on pourrait par exemple prendre son temps? J'en suis convaincue. En fait, oui. Moi, j'ai découvert en fait l'histoire de Bernard Moitessier par un essai qui m'a profondément bouleversée et que je recommande à tout le monde, qui est plutôt Couler en beauté que flotter sans grâce. Rien que le nom est extraordinaire, je trouve, de Corinne Morel-Darleux.
Et dans ce livre, elle raconte justement l'histoire de ce navigateur qui était premier et qui en fait a décidé de refuser d'arriver. Et donc elle parle d'un terme qui est le refus de parvenir en quelque sorte. Et il a décidé de refuser d'arriver premier, de gagner la course, mais de rester en mer et de profiter de tout ce que tu viens d'évoquer. Et donc vraiment en fait d'un seul coup de transformer complètement son rapport à sa discipline. Et donc moi, je pense qu'en fait, on a besoin de récits comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement, notre obsession pour la performance dans le sport fait qu'on en vient à en fait bloquer complètement nos imaginaires et notre manière d'envisager notre rapport à nos différentes disciplines. Alors que si on mettait d'autres enjeux, si on réinventait un petit peu cette notion de performance, je pense qu'on arriverait à désincarcérer un petit peu et à retrouver de la créativité dans ce qu'on pourrait faire, dans nos manières justement dans nos manières d'envisager nos sports, tout simplement, de jouer les uns avec les autres. Et ça, c'est un travail que en tout cas, nous, on fait beaucoup. Et je vais vous donner un autre exemple parce que, donc, à côté de Vent debout, je travaille avec un regroupement de sportifs, d'athlètes de haut niveau. On se retrouve 2 fois par an, ça s'appelle le Climate Sport Camp. Et l'idée de ce rassemblement avec ces athlètes, c'est de réfléchir à des manières de repenser nos pratiques au regard du contexte climatique. Et cette question de la performance, elle nous interroge beaucoup parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, être athlète de haut niveau, en tout cas pour certains d'entre nous, c'est complètement incompatible avec un modèle de vie écologique parce que ça impose forcément des déplacements, etc. Et donc, il y a cette volonté de vouloir dire comment on réinvente cette notion de performance parce que, et moi je vais vous donner un exemple très concret, par exemple, on parle souvent du dopage. Le dopage dans les compétitions sportives, on essaie de l'éradiquer en fait, parce que c'est tricher. Mais aujourd'hui, comment ça se fait qu'en fait, on ne s'interroge pas au dopage, ce que nous on a appelé le dopage carbone. C'est-à-dire que les sportifs qui viennent des pays les plus privilégiés, qui ont la possibilité, par exemple, dans les sports d'hiver, de pouvoir partir l'été s'entraîner à l'autre bout du monde parce qu'ils ont les moyens, parce que en fait, finalement, ont une empreinte carbone beaucoup plus élevée que leurs homologues, exactement, qui n'ont pas les moyens, et donc en fait développent des distorsions dans la pratique sportive. Et ça, on le fait au nom de la performance, pour être premier. Alors que si on changeait en fait les règles de jeu, peut-être qu'en fait, on arrêterait de vouloir à tout prix s'assurer d'être le premier. En fait, on pourrait le faire différemment et ça pourrait avoir un impact écologique complètement différent. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais... C'est très clair. Joachim, je vais te lire une question sonore de ce podcast Paroles en jeu. La FSGT a fait le choix de s'engager pleinement dans une démarche écologique sans être uniquement dans le greenwashing. C'est une démarche plus longue et plus complexe. Dans un monde idéal, quelles seraient, selon toi, les choses à mettre en place pour faire de la FSGT une véritable fédération écologiste? Alors évidemment, tu as déjà commencé à répondre à la question tout à l'heure, mais Clotilde parle de performance. On a évoqué la compétition. Est-ce qu'il y aurait une manière de continuer à développer aussi nos pratiques compétitives avec un regard plus écolo? Bonne question. Oui, alors la réflexion sur la performance, sur la compétition, je pense qu'elle est aussi au centre de la réflexion écologique dans le sport, parce qu'en effet, c'est un enjeu extrêmement important et qui remet en question nos manières de pratiquer. Sur ce que fait et comment on peut faire la FSGT, je pense que, je l'ai évoqué un peu plus tôt, mais la question de la formation et de la politisation, du coup, est extrêmement importante. Repolitiser nos pratiques, repolitiser nos manières de pratiquer, mais aussi de penser le sport de manière plus générale, nos institutions sportives, etc. À quoi je peux penser d'autre? En effet, il y a réinventer la manière dont on organise nos compétitions sportives d'un point de vue écologique, mais ça, donc c'est-à-dire faire l'ensemble des éco-gestes auxquels on peut penser. Je pense qu'il y a un intérêt dans la formation à le faire. Je pense que c'est pas nécessairement... Si c'est que ça, c'est pas suffisant. Enfin, je pense même que ça peut être... contre-productif, parce qu'on peut se dire si on fait ça, c'est qu'on fait ce qu'il faut, alors que non, il faut que ça soit toujours accompagné d'un discours politique, ce genre d'action. À quoi je pense sinon, c'est s'organiser en collectif. Ça commence à se faire dans différentes activités, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui
prennent cette charge mentale et aussi en fait de travail de penser à la question écologique, de former des groupes et de se dire en fait dans mon activité qui est intéressé par cette question et comment on peut changer notre activité au sein de la FSGT pour avoir une pratique plus viable et surtout pour permettre au plus grand nombre d'avoir une pratique plus viable et de réfléchir ces questions à une échelle plus structurante, donc à une échelle de société ou en tout cas de fédération à minima. Il y a le rapport économique qui joue aussi, parce que par exemple pour faire des récompenses qui seraient fabriquées localement, des maillots de championnes FSGT, ça coûte forcément plus cher. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi de repenser peut-être un modèle économique quelque part, est-ce que la FSGT a les moyens de s'offrir une démarche écologique? Difficilement, enfin, on reste une fédération de sport populaire, donc enfin, on fait de notre mieux, mais je pense que l'enjeu, il n'est pas vraiment là. Enfin, il y a un enjeu à se dire, on essaye, on tend à vouloir être une fédération exemplaire sur le point de vue écologique, mais sur d'autres sujets. Quel intérêt ça a? Pour moi, ça serait à la limite de se dire, on est un exemple pour les autres fédérations. On est un point un peu de contre-discours auprès des autres fédérations et auprès du grand public et donc auprès du mouvement sportif, de se dire, mais en fait, il y a une fédération qui se pose la question et qui travaille à faire mieux, pas juste encore dans une réflexion culpabilisante de dire nous, nos licenciés, ils trient leurs déchets. Non, en vrai, on s'en fout un peu. C'est pas ça la problématique. C'est nous, on espère et on veut tendre à ça au sein du collectif écologie au niveau fédéral. C'est nous, nos licenciés, par l'émancipation du sport populaire, on arrive à travailler collectivement à ce qu'ils connaissent les enjeux écologiques au niveau sportif, mais au niveau global, et ils s'approprient ces questions, et dans leur club, dans leur comité, dans leur activité, ils essayent de promouvoir un autre discours que le discours dominant, ou que le discours même, maintenant il y a de l'écofascisme même, donc il y a tout un tas de discours extrêmement problématiques, voire mortifères en fait, qui sont produits, et donc il y a cet enjeu à avoir ce contre-discours pour nos licenciés et d'être cette fédération qui essaye d'emmener avec elle le mouvement sportif français petit à petit comme on peut, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une force de frappe qui n'est pas nécessairement celle de la Fédération française de football. Mais Clotilde, ça coûte cher d'être écolo? Est-ce que ça coûte cher d'être écolo? Tout dépend de quoi on parle. Je pense qu'il y a, sur le long terme, il y a des choses à gagner, en tout cas. Et on le fait souvent, en tout cas dans la société, on fait souvent ce parallèle de dire, mais est-ce que la transition écologique coûte très cher? Oui, mais en fait, à long terme, de devoir en fait essayer de pallier les désastres qu'on crée, parce que plus on continue comme on est en train de... plus on continue ce qu'on fait, en fait, même on est en train de créer ce qu'on appelle des écocides au niveau de la biodiversité. On a une crise de la biodiversité. En fait, c'est même pas de coûter cher à un moment de se rendre compte que quand il y a des extinctions en fait de nombreuses espèces animales et végétales, on devrait même pas être en train de parler d'argent finalement. Enfin, on est en train de parler de vie et de mort de certaines espèces. Et donc, oui, ça peut coûter cher sur le court terme, parfois un peu plus, mais en fait, il y a une vraie volonté et une vraie vision à avoir dans le sport sur la question de long terme. Et moi, je voudrais peut-être revenir sur un petit point quand même, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance dans le sport à essayer de se dire, le sport de professionnel, de compétition, finalement, c'est problématique, et le sport amateur, c'est là qu'il se passe des choses. Et moi, en fait, je suis pas complètement à l'aise avec cette dichotomie, parce que je trouve que oui, le sport professionnel, à plein d'égards, suit une logique très capitalistique, mais en fait c'est la même chose dans le sport amateur, qui suit la même veine en fait. Et on voit aujourd'hui les pratiques sportives qui explosent, ou en tout cas qui grandissent, sont pas des pratiques sportives où il y a vraiment toujours une logique tournée autour d'un club, d'un projet pédagogique. On voit qu'au contraire, c'est plutôt les clubs, on peut le voir par exemple sur l'escalade, où ça va être des logiques très individualistes, des salles d'escalade où il n'y a plus cette logique éducative nécessairement. Et donc, moi en tout cas, j'essaie vraiment d'envisager l'écologie, et ça c'est important pour moi de le dire, pas uniquement de dire d'un côté il y a une stigmatisation vis-à-vis du monde professionnel, et de l'autre côté le monde amateur, ce que vous faites c'est cool. Il y a aussi des remises en question en tout cas à faire, il me semble, de ce côté-là.
Tu veux réagir, Joachim? Veux réagir ou aussi répondre un peu mieux à la question que tu as évoquée sur l'économie, quoi, que celle que j'avais pas tout à fait compris. Et est-ce que ça coûte cher d'être écolo? En réalité, on sait bien que c'est les classes populaires qui sont les plus écolos, que c'est pas en effet là nécessairement que ça joue. Et la Fédération sportive et gymnique du travail, de fait, elle est plus écologique que la majorité des fédérations, notamment par le fait que, alors, du coup, en effet, c'est une fédération amateur. Je suis assez d'accord avec toi que ça ne veut pas dire nécessairement. Enfin, les athlètes pro subissent énormément le contexte marchand du sport, quoi. Enfin, on sait que il et elle, sont nombreux et nombreuses à beaucoup galérer pour aller à certaines compétitions, pour tout simplement se payer en fait chaque mois. C'est une recherche continuelle et perpétuelle de sponsors. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement prenant, extrêmement difficile. Moi, j'ai des amis qui sont professionnels en escalade et enfin, c'est leur vie qui y passe et aussi pour certaines et beaucoup même leur santé, quoi. Donc je suis d'accord que ne faut pas opposer le sport pro et le sport amateur sur ces questions écologiques. C'est plutôt en fait le sport marchand, quoi. Que fait la marchandisation du sport à notre secteur et à quel point ça nous touche. Et donc après, oui, c'est comment, en fait, dans le sport professionnel, il y a un travail à faire pour le démarchandiser et donc revenir à de la performance plus collective, plus douce, qui met en avant les personnes et les êtres et pas juste les résultats et les sponsors et les podiums, etc., quoi. Donc. Alors, on va écouter un extrait de Vent debout, Clotilde, que tu as cofondé avec Sylvain Palais. Changer les règles du jeu avec Xavier Thévenard et Yamina Saeb. Mais parce que tu as grandi, toi, dans ces montagnes et tu as eu cette... Alors, c'est une Hermine. Tu peux nous commenter ce moment? On te sent émue et on a l'impression que tu as 10 ans. Ouais, déjà je me dis, oh là là, j'ai une voix dans ce podcast. Non, ouais, je suis hyper émue parce que ce moment, il était extrêmement fort, en fait. Vent debout, en fait, la promesse qu'on fait, c'est vraiment d'avoir pas voulu être dans un talk show, de vouloir, avec les athlètes qu'on interroge, aller chez eux, dans leur environnement, qui sont pour beaucoup, en fait, des sportifs qui pratiquent des sports de plein air. Et donc de vouloir aller en forêt, en mer, en tout cas vraiment être dans ces écosystèmes qui sont fragiles et qui sont de plus en plus bouleversés par les questions climatiques. Et nous de se dire comment en fait dans nos pratiques sportives on arrête de les voir comme juste une scène, un théâtre, mais où on est dans ces écosystèmes et on fait attention à lui parce que c'est ces environnements qui nous procurent énormément de plaisir en fait. Et donc ce moment il est touchant parce qu'on était dans l'herbe, on discutait et d'un seul coup il y a cette Hermine qui débarque et qui fait surface et qui complètement arrête le récit. Enfin, on s'arrête pour l'observer et ça c'était un moment mais assez sublime, en tout cas inattendu. Et je pense qu'il y a énormément de pratiques qui peuvent permettre ça si on remet un petit peu d'attention, on remet un peu de temps. Tu évoquais tout à l'heure le fait de ralentir. Et donc voilà, moi en tout cas c'était vraiment un moment puissant et cette interview, en tout cas cet épisode, c'est un épisode où on discute donc aussi avec Yamina Saeb, qui est une des autrices principales des rapports du GIEC et qui a été la femme qui a popularisé en France la notion de sobriété. Bien avant qu'elle soit un petit peu dévoyée par nos gouvernements et notamment par Bruno Le Maire qui a confondu la notion de sobriété avec la notion de col roulé. Mais quand on écoute Yamina Saeb, il y a une vraie logique et ça revient aussi sur la question économique, la sobriété. En fait, c'est voilà comment on repense aussi nos manières de fonctionner avec beaucoup plus avec moins. Et parce qu'en fait, on a cette possibilité-là. Aujourd'hui, on vit vraiment au-dessus de nos moyens, en fait, au-dessus de ce que la capacité terrestre est en mesure de soutenir. Et en fait, en faisant moins, en retrouvant des choses simples, parfois, il y a des choses assez merveilleuses qui peuvent éclore. Et justement, ça termine, on fait partie. On marchait, on était dans l'herbe et d'un seul coup, on est émerveillés, on a 5 ans, quoi, et on est des gosses. Alors, on a 5 ans à la FSGT, il y a un travail pour repenser le rapport des pratiques familiales et notamment des tout-petits à l'environnement avec l'idée que notamment en milieu urbain, on passe de plus en plus de temps dedans et de moins en moins de temps dehors. Valérie Aramon, qui est une militante et spécialiste de la petite enfance à la FSGT, elle parle de la vitalité découvreuse. C'est un peu ça finalement, Joachim. Oui, et je veux revenir aussi à ce qu'a dit Guillaume, la première intervention audio
de notre ami Guillaume Cointy, donc de Savoie, qui aussi fait ce travail de faire redécouvrir ou même découvrir les espaces naturels à plusieurs clubs d'enfants. Et ça, il y a un vrai intérêt quoi, à renvoyer à des lieux naturels extrêmement beaux, des gens, mais en fait des enfants comme, bon, je pense tout type de public, c'est important de le faire avec tout type de public, mais il y a une vraie réinvention des imaginaires collectifs concernant la nature qui est hyper importante et qui doit former tout le monde, quoi. Et voilà. Et donc, moi, je trouve que ça me touche beaucoup. Je me souviens d'avoir beaucoup travaillé avec lui. Donc, c'était le club des petits chamois et qui était là. On a fait du canyoning à Fressinière et dans d'autres endroits. Et il y avait vraiment cet intérêt et cet émerveillement de tout public et notamment des petits à découvrir ces lieux, ces rivières, ces montagnes, et c'était à des moments assez incroyables, cette faune, cette flore. Et donc il y a vraiment cet enjeu écologique à repenser nos activités et à les repenser dans ce contexte de faune et de flore particulièrement impressionnant et beau, et que tout le monde puisse le découvrir. C'est un peu l'enjeu de la FSGT aussi dans un contexte d'éducation populaire, de permettre à tout le monde de découvrir ces lieux si beaux, quoi. Ça me fait penser à quelque chose, en fait. L'interview que j'évoquais tout à l'heure avec Diego Landivar, donc qui sera disponible par rapport là, on a la fête de l'UMA, donc on est sur une temporalité, mais quand le podcast sera diffusé, ça sera déjà en ligne, donc ça devrait aller. Et Diego Landivar, en fait, c'est un chercheur qui a travaillé sur les piscines municipales, et notamment pour la ville de Grenoble. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est quand même assez extraordinaire parce que on a construit des infrastructures sportives dans lesquelles le vivant est complètement exclu. En fait, on a tout mis en place pour que, au contraire, et notamment dans les piscines, et lui, il appelle ça des exosquelettes. Enfin, non, je dis n'importe quoi. En tout cas, exo quelque chose, faudra retrouver sur l'article. Mais ça s'y ressemble. Et vraiment envisager comme des bulles en dehors complètement, en fait, du spectre écologique, social, terrestre. On a créé ces espaces et on déploie en fait énormément de matière, d'énergie pour faire en sorte que le vivant ne pénètre pas dans ces lieux. Et en fait, on peut parler des piscines, mais on peut faire d'autres parallèles. Aujourd'hui, une salle d'escalade, on mime une montagne dans un bâtiment, enfin fondamentalement parlant, et c'est ce que lui dit, anthropologiquement, c'est quand même extrêmement bizarre. Et donc voilà, donc je pense que il y a les pratiques sportives en pleine nature, mais il y a aussi des pratiques sportives dans nos stades, dans nos manières dont on pense nos infrastructures. Je pense qu'on a des choses à réinventer, à changer également. Et de recréer du lien en fait, avec le monde et avec la Terre tel qu'il est. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose dont, dans nos sports, finalement, on l'a beaucoup mis à distance. Et il serait peut-être temps de retrouver du lien et de renouer du lien en fait, sur ces sujets. Repenser les piscines Tournesol à l'aube de 2025. Tournesol, c'est un joli nom. C'est vrai. C'est un petit peu justement l'objet de leur rapport. Alors, on a parlé de l'accès des enfants à la pleine nature et comment on contribue finalement à leur éducation populaire, mais on sait aussi que les colonies de vacances, elles sont en crise parce que c'est difficile de trouver des animateurs, parce que les collectivités locales n'ont plus les moyens d'entretenir leur centre. Et est-ce que finalement, il n'y a pas une contradiction aussi entre le fait de dire qu'il faut une empreinte carbone moindre dans les espaces naturels, mais en même temps, il faudrait régler cette question des inégalités sociales d'accès à la pleine nature. Est-ce qu'il faut continuer à encourager, à démocratiser l'accès finalement à la montagne, à la mer, aux rivières, aux forêts ? C'est une question difficile. Non, mais c'est une question difficile parce que c'est vrai que c'est toujours en fait tout est d'une question d'équilibre en fait. Moi j'en suis convaincue en fait, et notamment surtout quand on prend en compte aujourd'hui là, il y a les catégories socio-professionnelles, on va dire des gens qui ont accès et qui vont dans ces espaces naturels sont principalement des personnes qui, tu l'évoquais, ont un capital culturel extrêmement fort, ou en tout cas un capital économique, social. Et donc moi je suis convaincue en fait que par souci de justice sociale tout simplement en fait, il faut continuer de démocratiser. Et là, je fais une vraie différence entre démocratiser ou massifier. Démocratiser, c'est vraiment permettre à toutes les classes sociales, et notamment celles qui n'ont pas accès à ces lieux, de pouvoir le permettre et leur faciliter l'accès en fait,
en travaillant sur des barrières en fait qui sont pas que des barrières économiques. Et nous, on a fait un épisode là-dessus où on s'interroge en fait pourquoi il y a des sports de riches et des sports de pauvres. Quelles sont les barrières qui font que globalement, dans les sports de pleine nature notamment, on est dans un entre-soi de personnes blanches et le chercheur qu'on interroge sur le sujet revient vraiment sur plein de barrières qui ne sont pas économiques. Il y a des barrières symboliques, il y a des barrières sociales et sur lesquelles on peut travailler. Et donc ça, moi, je pense que c'est essentiel. Mais ce qui revient aussi à dire, tout le monde ne pourra pas faire du bivouac. Tout le monde n'aura pas l'occasion de... et donc, on a quand même besoin d'espaces, notamment qui permettent de concentrer des flux. On va souvent parler et shamer en quelque sorte dans les médias le surtourisme. Tous les étés on parle de surtourisme. C'est un petit peu une vision classiste de la chose. Étrangement, quand des classes populaires se rassemblent de manière très nombreuse sur un lieu, on va commencer à nous les déserter en quelque sorte, dire ces lieux finalement on va aller ailleurs, on va aller en montagne où il n'y a personne. C'est pas ok en fait. Et donc pour moi il y a vraiment toute une manière de repenser la manière dont on envisage ces lieux. Et donc quand on va en montagne, il faut apprendre, il faut éduquer, mais éduquer au bon sens. En fait, quels sont les dangers, à quoi il faut faire attention, parce que c'est pas inné. Et quand on vient pas de ces milieux-là, on n'est pas forcément conscient. Et donc c'est intéressant en fait de pouvoir accompagner cette découverte. Mais en tout cas, il faut surtout pas la limiter. Je ne crois pas. Joachim, tu le disais tout à l'heure, la montagne escalade FSGT qui est très très dynamique, très engagée, malgré tout, elle reste bourgeoise. Oui, bourgeoise. Bon. Comment on fait ? C'est un mot, je trouve, qui à remettre, à réfléchir, parce que bon, quand même, il y a les bourgeois. Et puis bon, là, il y a une certaine petite bourgeoisie, je dirais, culturelle, ou en tout cas qui a accès à des niveaux, qui n'est pas précaire en effet. Bon, de là à dire bourgeois, je pense que les pinsons Charlot nous taperaient sur les doigts. Mais comment du coup faire pour démocratiser pour les autres activités ? Enfin, tu penses au niveau FSGT ? Pardon, je t'ai un peu coupé dans ta question. Oui, pour la montagne escalade, comment elle peut s'adresser au quartier populaire, par exemple, de la FSGT ? Alors, il y a de l'activité populaire en Seine-Saint-Denis, par exemple, mais ça reste la marge. Excellente question. Bon, après, il y a aussi la logique de l'activité. Qui connaît déjà, quelle représentation ont les quartiers populaires et les enfants, notamment dans les collèges, lycées, de l'escalade parce qu'il y a quand même la prédominance de d'autres activités dans ces milieux-là aussi. C'est pas qu'ils ne font pas de sport, c'est qu'ils font aussi d'autres types de sports. Donc, comment démocratiser, par exemple, la montagne escalade ? Je pense que ça passe par plein de manières. Je pense que la montagne escalade FSGT se pose beaucoup la question et essaye de mettre des dispositifs en place pour accueillir les personnes qui n'ont pas pour habitude ou même c'est un impensé pour beaucoup d'aller dans ces milieux-là, dans ces espaces-là, de murs d'escalade, même dans des collèges, même dans des lycées, de rejoindre des clubs même, de participer à la vie associative qui est en fait aujourd'hui très blanche et en effet, je suis pas la meilleure personne pour parler de ces questions, mais comment rejoindre ça ? Et il y a des dispositifs qui sont mis en place pour permettre l'accueil, pour que ça soit des lieux de pratique émancipateurs pour tous et pour toutes, et qu'il y ait du lien qui soit fait avec en fait des associations qui prônent ces valeurs antiracistes et qui réfléchissent à ces questions. Donc aujourd'hui, j'ai pas de réponse parfaite à cette question, mais je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place et qu'il y a un travail en fait aussi beaucoup plus large sur comment démocratiser la pratique sportive au-delà de l'escalade au milieu populaire et désembourgeoiser la randonnée, notamment les sports de nature, la plongée, la randonnée, l'escalade, l'alpinisme et tous ces sports qui aussi sont les premiers à se poser la question de l'écologie. Donc comment lier écologie populaire et aussi sport de nature et sport aujourd'hui très pratiqué par les blancs bourgeois, etc. Alors il y a un enjeu qui résonne évidemment aujourd'hui dans les quartiers populaires et à la Fête de l'Humanité où nous sommes en direct, c'est la question de la solidarité avec la Palestine et on va lancer Radio Graffiti. FSGT. La FSGT. FSGT. À la FSGT. Avec la FSGT. La FSGT. À la FSGT. Le 1er septembre, un drapeau de 145 mètres carrés dans la face ouest des Drusses, au cœur du massif du Mont Blanc, a été installé par un collectif de grimpeurs anonymes pour dénoncer le génocide en cours à Gaza.
Il y a un enjeu sport, écologie et aussi lutte contre le colonialisme qui a été notamment mis en avant dans des épisodes de Vent debout et aussi du média Vertige Média dédié à Montagne Escalade qui fait un excellent travail et on va tout de suite écouter. Je m'appelle Pascal Etienne, je suis grimpeur et alpiniste depuis 50 ans. Et assez rapidement, dans ma jeunesse, je suis devenu un militant du sport populaire au sein de ma fédération, la Fédération sportive et gymnique du travail. Et puis ensuite, j'ai eu un engagement politique plutôt écolo et social, intimement persuadé que les deux sont liés. Et parmi mes engagements, il y a eu celui pour la Palestine, parce que dans ma jeunesse, j'ai été fortement ébranlé par les massacres de Sabra et Shatila. Les alpinistes activistes des Drules n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont déjà organisé depuis des années des happenings en disposant des slogans sur le sommet de montagne des Alpes ou des Pyrénées. Souvent des slogans de combats écologiques et de combats sociaux, comme quoi ces différents combats sont liés puisque les mêmes personnes les menant, ça semble être une preuve. En tout cas, je ne sais pas si les alpinistes, les grimpeurs sont plus conscientisés ou plus actifs politiquement que les autres sportifs, mais il y a quelques explications peut-être à leur engagement. Souvent, ce sont des gens qui voyagent, surtout les professionnels, pour pratiquer leur activité. Donc, on est confronté, on est en relation directe avec des populations qui parfois sont sous domination. Et puis les alpinistes aussi ont été rapidement confrontés en direct à la vitesse du réchauffement climatique. Donc ils voient leur terrain se réduire, comme les grimpeurs palestiniens voient aussi leur terrain de jeu se réduire, puisque 12 des 13 falaises qu'ils ont équipées eux-mêmes leur sont devenues inaccessibles, en tout cas difficilement accessibles en sécurité. Donc les bouleversements environnementaux constituent une menace pour la vie humaine, même si elle est moins tangible que la menace coloniale. Mais une chose est sûre, c'est que sans justice sociale, pas de combat victorieux contre les atteintes à l'environnement. En tout cas, j'en suis intimement persuadé. Donc, si j'ai un message à transmettre, c'est écolo, sociaux, décoloniaux, unissons-nous. Alors Pascal Etienne, qui est un disciple, compagnon de route de Gilles Rotillon, dont nous avons parlé en début d'émission. Il y a Alice Zéniter dans Frapper l'épopée qui fait le lien entre colonialisme et, à propos de la Nouvelle-Calédonie, colonialisme et aussi rapport à la nature et comment la colonisation a tendance aussi à nier le rapport ancestral entre des habitants et leur environnement donné. Le témoignage de Pascal Etienne, comment ça vous fait réagir ? J'y vais. Il a tout dit. Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, sur la question, il y a une autrice qui me fait beaucoup réfléchir, c'est Fatima Wassak, qui est assez connue dans le monde écologique et qui a écrit notamment pour Une écologie pirate, mais aussi plein d'autres ouvrages. Et en tout cas, ce que Fatima évoque souvent, c'est clairement, le colonialisme, c'est un déracinement. C'est un déracinement, c'est une expropriation des terres, c'est le fait de déraciner à la fois les corps, les mémoires, les arbres. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, c'est ça. Concrètement, on est en train de réaliser un écocide et ne pas penser la question palestinienne, en tout cas penser l'écologie sans penser cette question-là, pour moi, c'est un angle mort total. L'écologie, c'est avant tout réinventer notre rapport au vivant. Nous, humains, on est le vivant. Les Palestiniens sont le vivant. Et donc, si on n'est pas capable, en fait, de défendre ça, on n'y arrivera pas, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment en tout cas, et c'est là où, pour le coup, je vois que le mouvement écologique évolue, en tout cas par rapport aux ces dernières années, et où je trouve qu'il y a quand même
des liens de plus en plus présents et forts qui se construisent et pour justement penser l'intersectionnalité, pour justement arrêter de penser l'écologie comme quelque chose d'un petit peu au-dessus, mais vraiment de s'emparer complètement de la question sociale. Et il y a un slogan, en tout cas moi, qui m'avait marqué, qui était en 2020, et qui pour moi traduisait tout, c'était le slogan « On respire ». Et qui faisait vraiment cette notion de lutte écologique sur la question de la pollution, mais aussi de « on respire » par rapport, c'était en écho avec ce qui s'est passé aux États-Unis, évidemment, et avec George Floyd, exactement, qui avait été tué par la police américaine. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des liens à construire et que l'un ne va pas sans l'autre, clairement pas. Joachim, et pour faire le lien et aller doucement vers la fin de ce deuxième épisode du podcast de la FSGT Paroles en jeu, comment tu réagis, toi, au lien entre lutte anticoloniale et luttes écologistes et développement du sport populaire? Déjà, je tiens à préciser que oui, moi, je tiens de dire là où je me situe, c'est pas exactement ça que je veux dire, mais dans le sens où on a des personnes qui travaillent sur ces questions à la FSGT, on y a un lien fort qui est fait avec certaines villes en Palestine, avec un vrai travail sur l'émancipation par le sport, avec des professeurs qui sont formés, qui donnent des cours là-bas, et donc il y a un vrai lien entre la FSGT et la Palestine sur ces questions, et que moi je suis pas la meilleure personne pour parler de ces sujets-là, et ni le mieux renseigné, ni le plus touché, et je pense qu'à la FSGT on a des personnes qui sont très forte et très réfléchie sur ces questions. Donc je vais l'aborder, je pense, malheureusement un peu trop en superficie, mais il y a à creuser sur ces questions. Et bien sûr, je m'identifie à l'intersectionnalité de lutte décoloniale, lutte antiraciste, lutte écologique et lutte pour un sport populaire. Ça me fait penser, donc, ce qu'on vient d'évoquer lorsque Greta Thunberg, donc militante écologiste extrêmement connue au niveau mondial, a pris la mer pour rejoindre Gaza pour essayer de briser le blocus, tout de suite elle a été incomprise et même j'allais dire persécutée, c'est pas le bon mot, mais en tout cas exclue par une grande partie du mouvement écologiste qui disait mais tu es une militante écologiste, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fous sur un bateau pour Gaza, alors que, c'est ce qu'a dit Clotilde, c'est impossible de penser la question écologique sans questionner la relation à la terre et donc à la vie des Palestiniens. Ça semblait complètement fou d'écrire ça, mais même dans le milieu français écologiste, ça se pose encore, et moi je salue l'optimisme de Clotilde, et de fait j'espère et je sens qu'il y a des liens qui sont faits entre les différents mouvements, mais aujourd'hui on a vu aux résistants, donc il y a un temps consacré aux luttes écologistes qui s'est passé en Normandie, je crois, cet été, et où il y a eu des propos racistes tenus, et il y a encore, même dans des milieux écologistes convaincus et qui pensent à intersectionnalité, il y a encore des problématiques qui sont très identifiées, et je pense que si elles existent là-bas, elles existent à la FSGT, et elles existent, c'est absolument certain, dans le mouvement sportif français, si ce n'est pire. Donc il y a un gros travail qui est à faire sur, en effet, réussir à lier et à déblanchiser, réfléchir les questions coloniales et les questions antiracistes dans le mouvement écologiste et dans le mouvement sportif. Et après, comme j'ai dit au tout début, je pense qu'il y a des personnes bien mieux renseignées que moi et bien plus aptes à répondre à ces questions. Et ça serait très intéressant, et je pense qu'il y a un épisode qui sera fait un jour pour parler de ces questions avec elle. Alors Clotilde, je vois que tu veux réagir. Oui, parce que pour moi, on en revient vraiment sur la question du rôle, en tout cas de la place que prend le mouvement sportif et comment elle interroge justement cette notion écologique. Parce que c'est vrai que quand on parle de la Palestine, d'un seul coup, ça peut paraître très loin de nos sujets du début, des jeux, tels qu'on les a évoqués, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué, par exemple, qui s'est passé cette semaine. Le 10 septembre, il y a eu un mouvement social extrêmement fort en France. Et on a posé une question dans Vent debout, qui était de qui va faire partie du mouvement Bloquons tout. Qui va en fait dans le mouvement sportif s'associer, revendiquer cette lutte. Et d'autant plus alors qu'il y a encore quelques mois, le mouvement sportif s'insurgeait d'un seul coup de la coupure des budgets et disait oh là là, au secours, on n'a plus de sous. Qu'est-ce que Bercy est en train de faire? On est en train de fourvoyer complètement l'héritage tel qu'il avait été pensé, etc. Et ça revient un petit peu à l'intitulé de cette conférence, de cette discussion qui était vraiment sur sport populaire et lutte écologique. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement sportif
a un angle mort total qui est celui des luttes globales. Revendiquer dans son coin une coupure de budget, c'est une chose. Rejoindre la lutte globale qui s'organise et qui s'organise de manière populaire, là, sur le coup, sur la question du 10 septembre. En tout cas, c'est pas pour rien qu'on associait cette journée avec le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas qu'on voyait des corrélations. Et moi, vraiment, je me pose la question de à quel moment le mouvement sportif aussi s'empare de ces grandes actions de société et vraiment rejoint ces luttes. Et je terminerai peut-être par ça. Nous, il y a un épisode qu'on a fait qui s'appelle Militer à tout prix du podcast avec Camille Etienne, notamment, donc la militante écologique très connue, et Flora Hartner, qui est une championne du monde de wingfoil. Et à un moment, Camille Etienne parle de une lutte qui s'est faite à la Grave, donc en montagne, où les soulèvements de la terre avaient rejoint et en fait ont bloqué la construction d'un tronçon de périphérique. Et Camille Etienne posait la question, ça serait génial en fait que des athlètes de haut niveau très connus rejoignent la lutte, que des groupes... on parlait justement de ce qui a été fait sur les Drues, et ce qui est incroyable que ces alpinistes aient fait ça. Et d'ailleurs, d'autres alpinistes avaient rejoint ce mouvement. Mais en fait, le mouvement sportif a aussi cette capacité parfois à réussir à penser des blocages. Et donc moi, en tout cas, j'aimerais voir que ce mouvement prend de l'ampleur et qu'on arrive aussi à... nouer des liens avec le reste de la société et pas rester vraiment recentré sur nous, sur notre monde et nos pratiques sportives. Et Gilles Rotillon, dont on a parlé depuis le début de cet épisode, donc économiste, tu l'as rappelé tout à l'heure, Joachim, lui, il plaide pour deux solutions, l'approfondissement justement des conquêtes sociales et les activités associatives, quelles qu'elles soient, tout simplement parce qu'elles génèrent du lien social, de la solidarité et de l'innovation, et que c'est aussi finalement la vie associative peut être une partie de la solution au dérèglement climatique. On va aller vers la fin de ce deuxième épisode qui a été extrêmement riche. Peut-être un mot de conclusion chacun. Alors pour le premier épisode, j'avais demandé finalement comment on pourrait faire pour être des millions à défendre cette idée que les luttes sociales, les luttes écologistes et la lutte pour un sport populaire vont de pair. Comment on fait pour être des millions ? Si on avait la réponse. Non, mais il y a des choses qui sont mises en place. Ça passe par le collectif. Donc si ça passe par le collectif, ça passe par les discussions, ça passe par l'entraide, ça passe par s'aider les uns les autres et déconstruire les questions très individualistes qui sont mises toujours au premier plan par les gouvernements, mais pas que par les gouvernements, par tout un tas de réflexions politiques qui sont dominantes aujourd'hui et qui nous empêchent de réfléchir les questions écologiques comme les questions sociales de manière plus collective. Et quand tu parles du mouvement du 10 septembre, oui, en effet c'est ça, c'est comment repenser les questions politiques, écologiques, sportives, sociales et autres à un niveau beaucoup plus local, avec des discussions avec des AG dans les villes, avec des discussions dans les clubs, et donc repenser de manière beaucoup plus ascendante les questions politiques, et de ne pas être que dans nous on est fédération, moi je suis salarié, donc je vais former les gens, les licenciés qui n'ont pas le temps à faire ça. Non, c'est comment leur donner des outils et leur permettre de s'émanciper. L'émancipation, c'est comment se libérer de ses propres chaînes d'abord. Et donc, c'est comment donner les outils à nos licenciés et plus largement aux Français, si on pense à des niveaux plus larges, de comment leur donner le temps et les outils pour s'approprier leur lutte et pour travailler collectivement à être des millions, quoi. Clotilde, tu m'avais invité à un temps d'échange avec des sportifs de haut niveau de pleine nature qui ont envie de participer de cette aventure tout en continuant leur pratique. Pardon, j'ai pas compris ta question. Il y a des sportifs aussi de haut niveau qui ont une démarche similaire à la tienne. Est-ce qu'ils peuvent contribuer à constituer ce million ? Ah, mais bien sûr, évidemment. Il y en a plein, en fait, des sportifs. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment ? Pas encore. Mais en tout cas, et ça revient à cette notion, c'est comment on transforme le sport aujourd'hui, la manière dont on envisage la performance. Parce que finalement, le risque, c'est qu'il y en a de plus en plus qui ne se reconnaissent plus dans leur pratique et qui préfèrent, en fait, comme moi, j'ai pu le faire à un moment, mais qui était un choix très personnel, et en renoncer ou sortir. Et je pense qu'en fait, c'est pas non plus une bonne chose. Donc je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens de transformer aussi le système tel qu'il est. Et les sportifs sont un levier. Mais c'est là où moi je fais un point d'attention, c'est que je ne pense pas que tout sportif doit devenir un ambassadeur de la cause écologique. Je ne fais pas partie des personnes qui incarnent ce discours-là.
Parce que je trouve que les sportifs ont bon dos et que finalement on en vient encore à dédouaner les institutions dont ils dépendent et qui sont ceux qui organisent le sport. Et malheureusement, eux, souvent, sont un peu bloqués, quoi. Enfin, ils aimeraient qu'il y ait des choses qui changent, mais c'est pas eux qu'on les règne, on va dire. Donc, pour être des millions, va falloir aussi, en fait, vraiment réussir à un moment à montrer qu'il faut que les institutions changent. Et moi, je crois beaucoup que ça passera par le fait de créer des choses qui sont en dehors, de montrer qu'en fait, il y a des alternatives, il y en a déjà plein, qu'on crée du lien, qu'on crée des alliances entre nous et qu'on soit plus bruyant aussi. Parce que finalement, je trouve que dans le monde du sport, on a tendance à... comme il y a cet apolitisme qu'on a très peu évoqué là, mais tu l'as un petit peu dit à un moment, qui a tendance parfois à nous sentir être dépolitisés, on n'en vient pas à revendiquer des choses. On a tendance à penser que ce qui est, et qu'en fait, on n'a pas vraiment de pouvoir d'action, pas de puissance d'agir, alors qu'en fait, il faut qu'on se redonne vraiment de la puissance d'agir collective sur le sport, et ça passera par le fait de discuter, de débattre, et de tisser des liens. Et le sport, c'est un outil absolument incroyable pour tisser des liens, pour en fait... et donc utilisons ça, en fait, utilisons les atouts que la pratique sportive nous offre pour justement avancer ensemble. Et le sport, c'est politique, c'est le slogan du podcast Vendée-Globo que tu as cofondé. Merci beaucoup Joachim, merci Clotilde pour ce deuxième épisode de Paroles en jeu, le tout nouveau podcast de la FSGT. Je voulais remercier Pierrick, Élise, Nicolas, Antoine, qui ont construit techniquement ce podcast de manière absolument bénévole. C'est remarquable et c'est aussi la force d'une fédération de sport populaire militante. Et je voulais également souligner le travail de Zineb, qui est coordinatrice de la communication à la FSGT et qui a aussi fait un boulot formidable. Donc merci beaucoup Zineb et merci beaucoup à toute l'équipe engagée sur ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Paroles en jeu, le podcast du sport populaire. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.